D'être là. On va parler CSS. Donc j'imagine qu'il y a surtout qui fait du développement web ici. Ok, cool. Qui fait du CSS du coup souvent? Ok. Qui aime ça? Ah, ok. Non mais c'est très bien. Moi le CSS, j'aime ça maintenant. Ça fait plus de 10 ans que je fais du développement web et ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, j'ai fait du CSS parce que j'étais obligé en fait d'en faire pour mes sites. Mais il n'y avait pas une relation forcément d'amour avec CSS. Souvent, j'allais récupérer du code sur Internet pour faire ce que je voulais faire, et ça marchait, c'était magique. Très souvent, je pensais que ce que je faisais, ça avait carrément du sens, et apparemment, ça ne marchait pas, sans que je comprenne pourquoi. Donc ça a toujours été un peu magique, le CSS, et j'ai jamais vraiment compris pourquoi des fois ça marchait et pourquoi ça ne marchait pas. Et pendant le confinement qu'on a eu il y a quelques années, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube et de gens qui faisaient des trucs super cool en CSS. Et je me suis dit, mais en fait, il y a des trucs vraiment sympas. Et ce qui s'est passé en CSS, c'est qu'on est en train de vivre aujourd'hui ce qu'on a vécu en JavaScript en 2016. Vous savez, quand il y a ECMA 2016 qui est arrivé et que d'un seul coup, le langage il a commencé à évoluer, on s'est dit, ah, ça y est, on peut faire des trucs sympas. CSS est un peu en train de vivre cette période-là où on a beaucoup de choses qui arrivent et le langage évolue beaucoup. Donc quand j'ai regardé ça, je me suis dit, bon, par quoi je vais commencer? Qu'est-ce qu'il y a de sympa? Et donc du coup, je commençais à me documenter, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui étaient soit arrivées récemment, soit qui étaient dans le pipe. Et plus je regardais, plus je me rendais compte qu'en fait, il y avait effectivement énormément de choses qui étaient arrivées. Et non seulement il y a beaucoup de choses, mais en plus, il y a plein de choses qui sont supportées un peu à droite, un peu à gauche, pas partout les navigateurs, pas de la même manière un peu partout. Beaucoup de choses qui sont encore en draft et on espère qu'ils arrivent bientôt. Mais finalement, c'est assez excitant de voir qu'on en est là aujourd'hui. Donc, rebonjour. Moi, je m'appelle Olivier. Je travaille chez AWS, mais je ne vais pas vous parler d'AWS aujourd'hui. Je vais parler de CSS. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour moi. Sur moi, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Quand j'ai commencé mes recherches, il y a deux sources que je vous conseille en CSS. Il y a le site du W3C, donc w3.org. Il y a toute une catégorie, tout un pan du site qui est sur le CSS. Vous pouvez voir un petit peu où en sont les travaux. Et puis, si jamais vous voulez vraiment en savoir un peu plus, vous allez sur GitHub. Il y a le GitHub du W3C. Vous avez le CSS Working Group. Et là, vous avez tout. Donc, vous pouvez aller voir les spécifications qui sont en cours. Il y a des discussions. Vous pouvez aller donner votre avis, discuter, tester ce que vous voulez. Donc, tout est ouvert. Toutes les discussions sont ouvertes. Et c'est plutôt cool. Et en plus, on a des réunions mensuelles, je crois, où vous avez même des comptes rendus qui sont disponibles sur le GitHub. Donc, vous pouvez les lire et voir un petit peu où en sont les discussions. Et le deuxième site qui est intéressant, c'est Interop. Qu'est-ce qui connaît Interop? Non? Ah, magnifique. Interop, en fait, c'est une initiative qui est globalement récente entre tous les navigateurs pour essayer de s'aligner. Parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent qu'on avait des navigateurs qui implémentaient déjà une spécification et puis un autre qui disait non, moi je préfère partir sur celle-là. Et finalement, ils avançaient tous, mais pas forcément sur les mêmes choses à la même vitesse. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tous les ans, ils se mettent d'accord sur une liste de features sur lesquelles ils se mettent d'accord pour bosser. Et si on va voir vite fait donc, le petit site qui est là, ça ressemble à ça. Donc là, c'est la plateforme pour 2023. Et moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2023, les navigateurs se sont mis d'accord pour que toutes ces features-là, donc c'est les Active Focus Area, sur lesquelles ils vont travailler cette année avec comme ambition de passer tous les tests. Si vous allez voir celui de l'année dernière, par exemple, l'année dernière, il y avait toutes ces features-là. Et vous voyez, bon, alors tout passe pas à 100%. Mais du coup, quand vous arrivez sur 2023, vous avez encore celle de l'année dernière qui n'était pas finie, qui devait être faite. Et puis si vous allez sur une feature, hein, par exemple celle-là, vous avez tous les tests qui doivent passer par les navigateurs. Donc, vous pouvez voir un peu chaque navigateur, où est-ce qu'ils en sont, la suite de tests, vous pouvez aller voir directement les détails, ça vous amène sur les bugs quand il y a des bugs, vous pouvez voir même les détails sur les tests qui passent ou qui passent pas. Donc vous avez tout ça. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de se coordonner pour que tous les ans, il y a une liste de features en CSS qui soit définie. Tous les navigateurs travaillent dessus avec comme ambition de passer les 100% des tests. Et l'idée, c'est que les tests sont les mêmes pour tous les navigateurs. Donc on est sûr que le comportement de la feature CSS est la même sur tous les navigateurs. Donc voilà, super sympa pour suivre où ça en est. Et puis pour voir un petit peu cette année, voilà, en 2023 ou pour les prochaines 2024, qu'est-ce qui devrait arriver sur les navigateurs. Après, il faut que les navigateurs soient à jour sur votre ordinateur, bien sûr. Ok, vous avez vu, il y avait beaucoup de choses. Du coup, moi, j'en ai sélectionné juste certaines que je vais vous montrer aujourd'hui. L'idée, c'est quand même de faire pas mal de démos.
Et je ne vais pas tout vous montrer, donc on va voir certaines features que j'ai choisies parce que celles que moi je trouve plus sympas ou alors les plus utiles. Il y en a certaines qui sont arrivées il y a déjà un petit moment, comme Custom Properties. Il y en a certaines qui arrivent en ce moment, qui ne sont pas supportées par tous les navigateurs. Et puis il y en a certaines que je vais vous montrer qui ne sont pas du tout supportées, mais que j'espère qu'ils vont arriver bientôt. Donc voilà, on va voir un petit peu les trois, comme ça, il y en a que vous pouvez déjà utiliser, d'autres vous pouvez expérimenter, puis d'autres croiser les doigts. Bref, Custom Properties, ça parle? OK? Non? OK, vous connaissez peut-être sous un autre nom. Alors, Custom Properties, donc c'est supporté par tous les navigateurs aujourd'hui. C'est juste le fait de faire des variables en CSS. Ça parle un peu plus? Ah, il y a des ah. OK, Custom Properties, voilà, l'idée, c'est de faire des variables en CSS. Vous allez voir que je fais beaucoup de références à SAS, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire en SAS, qu'on peut faire maintenant en CSS, et c'est ça qui est plutôt cool. Donc les variables en CSS, comment ça marche? Tirer, on définit une variable, on définit une valeur, puis après, on les utilise en utilisant le mot-clé var, enfin la fonction var, et on l'appelle. Et on peut mettre même une valeur de fallback si jamais la variable n'existe pas, donc par exemple comme le 0 ici. Puis ce qui est pratique, c'est qu'on peut les redéfinir. Si vous avez une media query par exemple, vous pouvez dire voilà, quand j'ai cette media query qui est trigger, je vais redéfinir juste mes variables et je ne vais pas réécrire tous mes sélecteurs CSS. OK, donc qui c'est qui connaissait finalement? Voilà, ça s'appelle les Custom Properties. Vous connaissez le nom. Custom Properties, voilà, donc j'ai dit on pouvait avoir des fallbacks, mais avoir des fallbacks de fallbacks, donc voilà, vous pouvez chaîner les Custom Properties comme ça, si jamais vous voulez vous amuser. C'est cool en CSS, on peut aussi y accéder et les modifier en JavaScript, ce qui peut être utile de temps en temps, directement en récupérant sur l'élément, ou alors en utilisant le getComputedStyle, en passant l'élément, et puis après en récupérant la valeur, ou alors vous pouvez set la property aussi. Voilà, si jamais vous avez besoin en JavaScript d'accéder ou de modifier des CSS properties, il faut savoir que c'est possible. Cool. CSS nesting. Qu'est-ce qu'il connaît? Je vais le faire à chaque fois. OK. Qu'est-ce qui fait du SAS, du coup? OK, c'est quelque chose qu'on fait, c'est une des principales fonctionnalités du SAS, moi je trouve, c'est la lisibilité du code, donc c'est disponible partout, pas complètement sur Safari, mais voilà, il travaille dessus, ce qui est plutôt cool. Ça va arriver. Donc ça, c'est comment on écrit du CSS aujourd'hui. Le problème du CSS, c'est que ça a beau être du cascade style sheet, ça ne descend pas vraiment en cascade dans l'écriture en soi, et c'est pour ça qu'on faisait du SAS, c'est pour éviter la redondance finalement du code. Là, le table.colorTable, il écrit beaucoup trop de fois. Et du coup, le SAS venait à la rescue, et du coup, on pouvait écrire ce genre de choses, qui était plutôt cool. Et moi, ce qui est bien, c'est que du coup, ça arrive en CSS maintenant. Alors la notation n'est pas exactement la même, parce que le SAS, ça transpile en CSS, et après, c'est interprété, donc ça devient ce qui est à gauche. Là, l'idée, c'est que le CSS soit directement interprété. Donc la notation SAS marche pas parce que le parseur CSS ne peut pas la prendre, ne veut pas la comprendre. Donc il y a quelques petites subtilités de différence. Et par exemple, ce code-là, à droite, c'est du CSS valide aujourd'hui. Vous mettez ça dans un Chrome, ça marche. Donc voilà, il y a quelques petites choses comme par exemple les petits éperluettes. Il faut toujours qu'il y ait un éperluette, à part si c'est une classe, avec un espace après pour que le parseur CSS le comprenne. Donc voilà, c'est des petits changements par rapport à SAS. Mais tout ce que vous pouvez faire sinon, vous pouvez le faire maintenant en CSS. Donc, je crois dans une démo, j'utilise un peu après. Voilà, ce qui est à droite, ça marche nativement dans les navigateurs aujourd'hui. C'est quand même beaucoup plus lisible et du coup, là, on se dit, bah, SAS, en tout cas pour ce cas-là, on n'en a plus besoin. Cool. Has, il y en a qui connaissent? Ah, ça, c'est super cool. Has, le genre de truc que j'ai dû utiliser JavaScript un nombre de fois pour m'en servir. Has, qui est aussi bien supporté par les navigateurs. On va avoir une petite démo de Has. J'ai une petite démo là. Vous avez vu, c'est du c'est assez gros. S'il y en a qui me disent c'est pas assez gros, vous me dites. OK. Donc j'ai un petit code HTML assez simple là où j'ai 3 sections. 1, 2, 3. Il y en a 2 qui ont des images, il y a un petit div au milieu. Et en CSS, on sait faire des trucs assez basiques depuis longtemps. Vous pouvez récupérer une section et de dire que bah voilà, vous la stylez. Hop, vous dire voilà. Toutes mes sections, je leur mets un border rouge, ça on peut faire. Par contre, si je commence à dire, bah, je veux styler que les sections qui ont une image. Là, on fait OK. Alors, styler une image, je sais faire. Mais moi, je veux styliser les sections qui ont une image. Et c'est là qu'il y a le mot-clé as qui est plutôt cool, parce que je vais pouvoir faire, bah voilà, je veux juste utiliser les sections qui ont une image. Donc, on va appliquer un style à un parent en fonction de ses enfants. Puis après, vous pouvez faire des trucs même... styliser ceux qui n'ont pas d'image, vous faites un note par exemple, hop, et vous dites, bah voilà, ceux qui n'ont pas d'image, je les affiche pas. Un truc qui devrait marcher. Ah, si j'ai les 2 points qui sont partis.
Si j'ai 2 points qui se sont mis là, voilà. Vous pouvez faire ce genre de choses, donc dire, voilà, en fonction d'un parent, en fonction de des enfants d'un parent, je vais pouvoir styliser le parent et dire le faire apparaître, disparaître, etc. Faire les choses, et puis vous pouvez les chaîner, pareil, les has, en disant, bah, par exemple, je veux juste styliser les divs, les sections qui ont un sibling div. Donc là, il y a la première, vous avez vu qu'il y a un div juste après. Donc là, je vais commencer à dire, je vais styliser la section en fonction d'un de ses enfants et d'un élément qu'il y a après. On commence à pouvoir faire des trucs quand même plutôt sympas avec CSS grâce au sélecteur has. Plutôt cool? Ouais? Bof? Ok, ok. J'espère qu'il y a des trucs que vous trouverez plus cool. Ok, autre démo, truc sympa qu'on peut faire aussi, moi j'avais trouvé plutôt sympa. Autre exemple, là j'ai des listes. Et de la même manière, je vais pouvoir styliser les listes en fonction du contenu de la liste. Donc là, par exemple, je vais pouvoir dire, bah voilà, je veux que les LI de ma liste soient rouges que si j'ai 4 enfants ou plus. Puis de la manière, je peux me dire, bah, je veux carrément styliser ma liste que s'il n'y a que 4 éléments dedans. Là, on peut commencer à styliser des listes finalement en fonction du nombre d'éléments qu'il y a dans la liste et sans passer par du JavaScript qui va compter le nombre d'éléments que vous avez dedans, etc. Juste avec le has. Alors, le nth-child avec le last-child derrière qui va sélectionner que 4, c'est pas forcément évident, ça fait ça, mais voilà, on peut faire ce genre de choses pour styliser les listes en fonction du nombre d'éléments, puis pareil, hein, comme on a fait au-dessus, en fonction de ça, vous pouvez dire si elles ont des images, etc., tout ce qu'il y a dedans. Ok, ça c'était pour has. Bien, vous avez utilisé? Ouais, il y en a qui utilisaient là. Les Space Separated Color Notation. Qui fait encore des couleurs en hexadécimal, avec des dièses et tout? Ok, RGB, RGBA. Ok. Aujourd'hui, il y a énormément de manières de faire des couleurs, surtout si vous avez des écrans Retina, etc. Il faut savoir qu'il y a des spectres de couleurs qui sont largement supérieurs à ce que vous pouvez faire en RGB avec des couleurs en hexadécimal. Et du coup, pour ces nouvelles choses, il y a des nouvelles notations qui apparaissent. Aujourd'hui, quand vous écrivez des couleurs, c'est par exemple RGB, c'est 0,0,0 ou peu importe les chiffres avec des virgules entre chaque. Aujourd'hui, il y a une nouvelle notation où vous n'avez pas besoin d'utiliser les virgules. Vous pouvez écrire un RGB 0 espace 0 espace 0, ça marche. Le canal alpha, c'est avec un slash derrière, soit vous mettez en pourcent, soit vous mettez sur une échelle de 0 à 1. Donc voilà, les deux marchent aujourd'hui pour RGB. Par contre, pour tout ce qui est nouvelles fonctions de couleur, là, il n'y a que de la notation sans les virgules qui marche. Donc voilà, c'est pour ça que je vous la montre. Si jamais vous utilisez des choses comme color, LCH, etc., là, si vous mettez des virgules, ça ne marchera pas. Donc c'est que la notation sans virgule qui marche. Donc autant prendre l'habitude et se dire, même quand je fais du RGB, pas utiliser les virgules, comme ça on est sûr qu'on est à jour. Voilà. Top. Color mix. Truc sympa. Color mix, c'est bien supporté par les navigateurs, mais c'est tout récent depuis quelques semaines. Donc là, j'ai une démo carrément. Vous allez voir, les démos ne sont pas toujours au même endroit. Là, elle est dans CodePen parce que le navigateur intégré dans VS Code ne la gère pas encore. Color mix, c'est l'idée de se dire, quand on faisait du SAS, on avait moyen d'appliquer des effets sur les couleurs. On avait des trucs comme lighten pour rendre plus clair, darken pour rendre plus foncé, transparentize, c'est pas qui a inventé ce mot-là, transparentize pour ajouter la transparence, mix, etc. Donc l'idée, c'est de se dire, on pouvait faire des mix entre les couleurs. Et c'est exactement ce que fait la fonction color mix en CSS, c'est se dire, je vais prendre un domaine de couleur, donc là je vais prendre un sRGB, je vais lui donner 2 couleurs, donc là par exemple ma couleur qui est en variable, une deuxième couleur, et je vais appliquer un pourcentage sur chacune des couleurs. Et du coup ça va me faire un mix entre ces 2 couleurs-là. Donc pareil, là je l'ai donc sur, donc j'ai ma couleur bleue de base, et puis je vais rajouter soit du blanc, donc ça va faire un truc clair, soit du noir, un truc plus foncé, soit carrément un truc effectivement encore avec du RGB, avec du rouge. Et voilà, vous pouvez mixer des couleurs. Et je crois que même vous avez, ils ont ça en Chrome il n'y a pas longtemps. Attention, petit live. Vous avez, il me semble, voilà, vous avez ce petit, il vous montre même un petit peu le résultat quand vous avez des couleurs. Vous voyez, il y a 2 petits ronds. Vous voyez à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez faire ça avec Color Mix. Et vous avez une nouvelle notation aussi pour faire des mix de couleurs. Donc il y a soit la fonction Color Mix, soit maintenant vous avez une utilise HSL pour faire des couleurs. Ok. Dans HSL, il y a une nouvelle notation maintenant où on peut faire des mix de couleurs directement dans HSL. Donc là, en fait, ce que je faisais là, je peux le faire de la même manière, comme ça. En fait, ce que je vais dire là, alors là, vous ne pouvez pas faire de mix de couleurs, mais vous pouvez darken et lighten un petit peu les couleurs, comme on faisait avant.
C'est-à-dire HSL, donc HSL, c'est Hue, Saturation et Lightness. Donc vous pouvez jouer sur ces trois composantes-là. Vous allez dire que vous partez d'une valeur, dans un from, donc là je vais dire, je vais partir de ma couleur bleue, et je vais jouer sur ces trois valeurs que sont H, S et L. Donc si vous ne voulez pas les modifier, vous écrivez juste H, S, vous dites je veux garder les valeurs de base, et après vous pouvez jouer sur une des trois valeurs. Donc là par exemple, moi je dis je veux juste changer la luminosité, et du coup j'ai le même résultat à droite. C'est-à-dire que là je vais prendre à chaque fois mon bleu, et je vais rajouter donc, beaucoup de luminosité, donc ça va être bleu clair, moins de luminosité, donc ça va être plus foncé. Là, je vais mettre un canal alpha, donc ça va être transparent. Bon, la dernière, comme il y avait du rouge, on a laissé comme ça, parce qu'on peut même mixer des couleurs. Mais on peut jouer sur le H, le S et le L. Et ce qui fait qu'on peut faire des choses sympas. On peut faire des couleurs, des palettes de couleurs. Je ne sais pas si vous faites des thèmes en CSS, mais du coup, on peut faire on peut générer complètement des thèmes, comme ça, avec des palettes de couleurs, en se disant, voilà, je vais avoir mon color mix, si vous voulez. Ou moi, en général, quand je fais des palettes comme ça, c'est plutôt le HSL from du coup, que je vais utiliser. Parce que vous pouvez très bien dire, vous écrivez vos colors de 100 à 700 en disant, chaque fois, je vais avoir 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, etc. de luminosité. Du coup, ça vous fait une jolie palette de dégradés dans une couleur grâce à ça. Donc voilà, plutôt cool si vous aimez jouer sur les couleurs. On verra après en plus comment gérer les contrastes. Color mix, cool? Cool. C'est bien. Voilà, ça c'était pour montrer si jamais ma démo ne marchait pas. Ça marche comme ça, tac tac. Le HSL From qui s'appelle le Relative HSL Colors, alors qui marche partout sauf dans Firefox et ils n'ont pas commencé à bosser dessus. Donc il n'y a pas encore de date d'arrivée dans Firefox, mais ça marche sur les autres navigateurs pour le HSL From. Et c'est arrivé vraiment très récemment dans ceux basés sur Chromium. Media Query Range, pareil, je pense que vous l'utilisez, mais qu'est-ce qui connaît? Ok, cool. Normalement, vous l'avez vu, il y avait une démo que je l'avais mis au début. C'est supporté par tous les navigateurs. L'idée, c'est de se dire, moi, les Media Query, j'ai toujours mon cerveau qui met une demi-seconde à comprendre quand je vois un max width 750 pixels pour me dire, ça veut dire que c'est en dessous de 750 ou c'est au-dessus de 750. J'ai toujours un peu le quart de seconde de déclic. Et du coup, voilà, avec la nouvelle notation, on peut écrire ce genre de choses, c'est quand même beaucoup plus lisible. Ce qui est plutôt cool, c'est bien, effectivement, pour la lisibilité. Puis de la même manière, quand on a ce genre de choses et on essaie de comprendre, on fait OK, donc là c'est entre 300 et 750, c'est un peu plus logique. Mais bon, c'est quand même plus sympa d'écrire ça. Et ça, du coup, ça marche dans tous les navigateurs aujourd'hui. C'est de la pure lisibilité, mais franchement, c'est quand même bien plus sympa à lire que des trucs avec des and et des parenthèses et tout qu'on avait avant. Donc voilà, ça vous pouvez l'utiliser dès aujourd'hui, ça marche. Container Query, ça c'est cool. Ils connaissent? Yes, yes. Media Query, tout le monde connaît? Media Query, sérieux? Ok, bien. Les Container Query, pour moi, c'est un peu ce qu'auraient dû être les Media Query, en fait, quand c'est sorti. Mais c'était pas comme ça. Les Container Query, l'idée, c'est de se dire, j'ai un site, hop, j'ai un site, tac, 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 où je vais avoir 3 divs. Une petite, une moyenne et une grande, et chaque div, elle a un background d'une color. Si je vais sur le site, hop, c'est ça, j'ai mon site qui a trois box qui sont donc small, medium et high. Et en fait, chacune a une media query qui dit, voilà, en fonction de la taille de mon viewport, finalement, je vais changer le background de ma box. Donc voilà, quand c'est inférieur à 600 pixels, ça va être en bleu, entre 600 et 800, ça va être en vert, et au-dessus, ça va être en rouge. Et en fait, ce qui va se passer, du coup, c'est que, on va mettre ça comme ça, quand je vais avoir mon écran qui va grandir, je vais passer au-dessus de 600, je vais être en vert, je vais passer au-dessus de 800, je vais être en rouge. Mais au final, le problème, c'est que ma small, elle est toujours inférieure à 600. Et moi, j'aurais bien envie de me dire, mais ma small, elle est inférieure à 600, je veux qu'elle se comporte comme quand elle était inférieure à 600. Et en fait, on peut faire ça avec les container query. Alors, c'est simple, il faut juste remplacer le média par container. Et sur le parent, vous avez juste à mettre un petit container type, qui a juste 3 valeurs, inherit, je ne sais plus quoi, et puis inline size. Et en fait, là, ce qui va se passer, c'est que ça va se comporter effectivement comme si vous avez une media query dans votre parent. Ah, vous avez vu. Du coup, là, quand je suis comme ça, j'ai tout en bleu. Quand je passe au-dessus de 600, je vais avoir les autres qui vont passer en vert, parce qu'elles font plus de 600, mais par contre, ma small, elle reste inférieure à 600. Donc, elle va se comporter toujours avec la media query, la petite media query, et pareil, au-dessus de 800. Il n'y a que celle qui fait plus de 800 pixels qui va avoir le comportement de la media query. Là, vous allez me dire, ouais, c'est cool, ça sert à quoi? Très bonne question.
Bah, ça sert par exemple, si je prends une autre démo, j'ai un article de blog, vous avez vu sur cet article, je vais vous montrer à quoi il ressemble de base. J'ai ce site-là. Ce site-là, vous avez vu que ce This is an amazing product, je l'ai là et ici. Et en fait, c'est exactement le même code copié-collé que j'ai là et là. Mais en fait, ce que je veux, c'est qu'en fonction d'où il est sur la page, il a un comportement différent. Et c'est exactement ce qu'on a là. C'est que là, j'ai mon composant qui est à gauche, qui est assez large. Donc j'ai le bouton qui est à droite. Par contre, à droite, qui est exactement le même, eh ben, il a le bouton qui est en dessous. Et ce n'est pas en fonction de la taille de mon écran, finalement. Ça va être en fonction de la taille de son parent. Et du coup, si je commence à réduire, hop, je vais avoir le bouton qui va passer dessous là, pas parce que l'écran, mais parce que la taille de son parent. Après, pareil, si je continue à descendre, j'ai ce comportement-là, et puis après celui-là. Voilà, l'idée, c'est de se dire, en fonction du parent, et si jamais je vais dans le CSS et que je remplace le container par une media query, hop, vous allez avoir ce comportement-là. Finalement, je vais avoir le même composant, du coup, j'ai le bouton qui est à droite. C'est un peu le truc qui est pas joli. Et grâce au container query, je vais dire, ben non, parce que son parent, il est petit, je veux que la container query, elle s'applique. Et du coup, là, même composant, deux comportements différents. Donc, c'est assez pratique dans ce genre de scénario. Vous pouvez avoir le même code qui se comporte différemment. Et ça, c'est super cool. Franchement, c'est ce qu'aurait dû être les media query dès le départ. Je ne sais pas pourquoi c'était pas comme ça. On partait du principe que c'était pour les mobiles et du coup, l'écran ne bougeait pas. Mais voilà, ça arrive et c'est super cool. Viewport Unit, on continue un petit peu dans le responsive design. L'année dernière, j'avais fait un talk sur les foldable devices. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là, où on était sur un téléphone qui avait un écran qui se pliait et on montrait comment est-ce qu'on pouvait faire du CSS avec ça. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un truc qui était super chiant, c'était qu'on n'arrivait pas à avoir toujours la bonne taille de l'écran. Et en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on fait du CSS, on a accès à ces deux choses-là qui sont sans VH et sans VW, qui vous donnent en fait la taille du viewport. Donc vous dites, en fait, ça fait 100% de la hauteur et 100% de la largeur de mon viewport. Ce qui est plutôt cool sur du desktop, ça marche très bien. Quand on est sur du mobile, c'est vite le bazar, parce qu'en fait, le viewport, il peut changer. Vous êtes en plein écran, c'est nickel. Mais dès que vous avez la barre en haut qui se montre ou une barre en bas qui se montre, en fait, là, vous commencez à avoir une scroll bar. Et là, c'est vraiment le bazar. Et en fait, ce qu'on voudrait, nous, c'est que finalement, le viewport soit toujours le même, hein, qu'il fasse juste la taille comme si l'écran il était entier. Et donc, ce qu'ils ont décidé au CSS Working Group, c'est de dire, on va partir du principe qu'il y a potentiellement deux tailles d'écran. Il y a un small viewport et un large viewport. On fait, ouais, c'est pas bête comme idée. Donc ils se sont dit, on va faire, il y a un 100 SVH et un 100 LVH pour small et large. Je fais, ouais, c'est plutôt cool. Sauf que moi, je ne sais pas le viewport de la personne qui a son téléphone. Je ne vais pas gérer du CSS en double en fonction de s'il est sur le small ou le large viewport, s'il y a la barre en haut ou pas. Du coup, ils ont quand même été plutôt cool, c'est qu'ils se sont dit, on va faire un dynamic viewport. Donc il y a un 100 DVH, donc je ne sais pas si le SVH et le LVH, vous allez beaucoup l'utiliser. Mais l'idée, voilà, c'est ça. Vous utilisez un 100 DVH, donc vous avez un dynamic viewport high. Et du coup, votre viewport fera toujours 100% de ce qui est visible sur l'écran. Donc voilà, au lieu de 100 VH, utilisez ça parce que sur les mobiles, vous n'aurez pas de problème de scroll bar dans tous les sens. Donc voilà, plutôt cool aussi comme petite avancée. Aspect ratio, c'est cool. Je ne sais pas s'il y en a qui font du web depuis aussi longtemps que moi et qui ont galéré des fois avec des trucs d'aspect ratio et qui se sont retrouvés à faire des choses comme ça. Quand on voulait mettre des placeholders pour des vidéos, par exemple, et qu'on se disait je veux un aspect ratio de 16 neuvième. Et c'est cool quand on a la largeur en pixels, on peut mettre la hauteur en pixels qui est en 16 neuvième, mais quand on a une largeur qui est en pourcentage, on ne peut pas mettre une hauteur qui a un rapport. Du coup, on faisait ce genre de choses avec des padding bottom de 56%, parce que le padding bottom, c'est en fonction du parent que c'est pris, enfin bref, des choses comme ça. Et maintenant, on a effectivement le aspect ratio, donc vous mettez juste un aspect ratio avec deux valeurs, avec un slash au milieu, et ça vous fait un composant qui a cet aspect ratio-là. Un autre cas d'utilisation que je trouve plutôt cool, que je vais vous montrer, parce que c'est un cas qui est très frustrant, qu'on voit sur beaucoup de sites web et d'applications web. Vous avez déjà été dans ce cas-là, vous êtes sur un site de news, souvent, et vous lisez l'article, et d'un seul coup, il y a une image qui pop au-dessus, et tout scroll d'un seul coup, et c'est le bazar. Typiquement, vous êtes là, vous lisez, l'oreille Bipsum, c'est super cool, machin, et d'un seul coup, l'image se charge, et là, il faut vous scrollier pour retrouver où est-ce que vous en étiez. Super frustrant, et ça arrive sur énormément de sites de news. C'est soit une pub, soit une image, un truc qui pop. Mais en fait, ce genre de choses, ce qui est cool, c'est qu'on peut se dire, voilà, tant que l'image n'est pas chargée, je vais quand même réserver la place. Donc vous mettez que votre image elle a un aspect ratio de 1 sur 1. Là, moi, parce que c'est une image carrée, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Et du coup, la personne, finalement, elle aura une expérience. Vous pouvez mettre autre chose, un placeholder, ce que vous voulez. Mais elle a une expérience qui ne va pas jumper sur son écran. Donc là, vous lisez, et puis dès que l'image, finalement, elle arrive, hop,
elle s'affiche, mais vous n'avez pas tout votre écran qui a slidé d'un seul coup sans vous prévenir. Ouais, c'est un petit cas d'utilisation qui est plutôt cool, je trouve. Et après, vous l'utilisez pour tout ce que vous voulez. C'est un aspect ratio. Vous faites ce que vous voulez avec. Donc là, c'est 1 sur 1, ça fait un carré. Donc voilà, petit cas d'usage qui peut être utile. Ok, là on va rentrer dans les trucs un peu plus expérimentaux qui ne marchent pas sur tous les navigateurs. Vous voyez, là ça marche sur les Chromium, mais pas sous Firefox et Edge. Les View Transitions, magnifique. Il y en a à qui ça parle? Il y a eu quelques articles dessus déjà. Ouais, ok. View Transition, il y en a qui, comme moi, font du web depuis un moment et puis ont toujours été jaloux des gens qui font des applications mobiles, qui font des effets de ouf, de transition entre les pages, etc. Franchement, on a des animations en CSS qui sont arrivées, mais il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire. Notamment, vous voyez, ce truc cool, quand dans une application mobile, quelqu'un clique sur une image, et en fait, plutôt que de changer de page comme nous, de manière brutale, vous avez une espèce d'effet cool. Ouais, ça c'est quand même sympa. Mais on va pouvoir faire ça avec les View Transition. Alors, j'ai des démos aussi là-dessus. J'ai un site web, voilà, site web basique, hop. Et en fait, quand je clique sur un... Non. Ok, mauvaise... Ça arrive. C'est pas le bon dossier. Allez. Ok. Quand je clique sur quelqu'un, je vais avoir une transition de page de base. Hein. Vous avez vu, il ne se passe rien, c'est juste change de page. En fait, ce que je voudrais, c'est avoir une animation, finalement, quand je transitionne. Vous avez vu déjà une petite avant, mais spoiler. Je vais vous montrer comment ça marche. Et en fait, vous avez donc cette nouvelle API, tic, ici. Donc là, je suis dans mon HTML, j'ai un petit JavaScript. Et en fait, alors là, c'est aujourd'hui, le JavaScript, alors c'est encore en spécification, il y a des discussions pour enlever complètement la partie JavaScript, parce que finalement, on ne fait pas grand-chose aujourd'hui, et garder que la partie CSS. Pour montrer à quoi ça ressemble dans le JavaScript, faites pas attention à tout ça, c'est pour moi qui essaie parce que c'est du Vanilla.js, je voulais pas avoir un framework, donc ça simule un espèce de routeur. En fait, ce qui est intéressant, c'est ça. Quand vous faites un document.startViewTransition, ce qui va se passer dans vos navigateurs, c'est que votre navigateur va faire une espèce de snapshot ou screenshot de votre page actuelle, de la prochaine page, et il va effectuer une transition. Et après, vous avez un callback sur ce que vous voulez faire. Là, moi, en l'occurrence, une espèce de routeur qui remplace le contenu de la page. Et donc voilà, c'est juste ça à écrire en JavaScript et pour avoir cette transition. Et en fait, quand on a ça, tac, on va essayer Ce qui se passe, c'est que là, vous allez avoir un petit effet. Je ne sais pas si vous voyez, c'est assez subtil, mais vous avez un petit effet de fondu entre les deux pages. C'est plus brutal comme tout à l'heure. Et d'ailleurs, si vous savez débugger les animations dans Chrome, ça c'est un truc super cool aussi. Vous avez un petit onglet animation là, dans les debugs de Chrome, et vous pouvez donc les débugger, et notamment vous pouvez mettre des pauses. Donc quand je clique, là ce qui se passe, c'est que vous voyez que j'ai un effet de transition quand je joue mon animation doucement. Et on a cet effet de transition, donc vous voyez que là vous avez des transitions qui sont là, qui font des choses. Et en fait, si vous regardez bien ce qui se passe, c'est que sur le HTML en haut, là dans le HTML, vous avez un view transition, un sélecteur view transition qui a été mis. Et si on regarde bien ce qu'il y a dedans, en fait, on en a même deux. On a un view transition old et un view transition new. Et en fait, c'est des effets qui vont être appliqués sur old, mon ancienne page, donc vous avez un fade out, et sur new, sur ma nouvelle page, donc vous avez un fade in. Et c'est pour ça qu'on a effectivement ce petit effet de fade out, fade in. Et du coup, là, on se dit, mais c'est cool, ça veut dire qu'en fait, il rajoute un sélecteur CSS dans mon HTML, donc je peux le styliser, je peux l'override. Et effectivement, on peut l'override et on peut faire un petit peu... Là, c'est the sky is the limit, hein, j'ai vu des trucs super cool et des trucs complètement délirants. Et par exemple, si je prends une autre démo, donc là, j'ai le même HTML, c'est juste que là, je me suis dit, je vais créer une animation. Donc voilà, j'ai des keyframes avec mon animation. Et puis, du coup, je vais override ces view transition group, old, new, etc. pour appliquer mon animation. Et du coup, je peux faire des trucs comme faites pas ça à la maison, mais on peut faire des trucs comme ça, c'est-à-dire tac. Je clique et j'ai ce petit effet, effectivement, de zoom out, flip, zoom in. Voilà. Et c'est trop bien. Faites pas ça à la maison, j'ai dit. Non, c'est comme les animations PowerPoint, il y a un moment où il faut arrêter. Ça peut être fun, mais des fois, ça va trop loin. Et du coup, si je débug de la même manière, vous voyez que j'ai effectivement mon zoom out, mon flip in sur la page de derrière et mon flip out sur la page old. Et après, j'ai le zoom in sur la page.
Et oui, quand je dis qu'il ne faut pas aller trop loin, c'est que des animations qui prennent du temps pour changer de page, c'est pas forcément bon pour l'expérience utilisateur. J'ai vu des gens qui faisaient des trucs fun avec les pages qui prenaient feu et la nouvelle qui arrivait. Après, c'est du CSS, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez accès effectivement à ce qui se passe quand l'ancienne page disparaît et ce qui se passe quand la nouvelle page apparaît. Et on peut aller plus loin que ça. Je vous mentionnais ce que faisaient les développeurs mobiles au début. C'est qu'on peut vouloir se dire, c'est cool, mais moi j'aimerais bien ce petit effet de zoom. Ben, on peut faire ça. Si je prends la page, même page, en CSS, vous avez du coup une nouvelle propriété sur votre CSS qui est le View Transition Name. Et en fait, vous pouvez dire, sur cette image, je vais avoir un View Transition Name et je lui donne une image, un nom. Donc là, banner IMG, j'en ai un autre, là j'ai badge. Et en fait, sur la page sur laquelle vous allez, vous mettez les mêmes noms sur la même propriété. En fait, votre navigateur, il va savoir que ce sont donc les deux mêmes éléments et il va faire une transition entre les deux tout seul. Ce qui donne des trucs assez cool, comme ce que vous avez vu en fait sur la première démo. Sur laquelle on va retourner, hop. Cette démo-là, et en fait, si je clique là sur quelqu'un, j'arrête le débugger, voilà. Vous avez vu ce petit effet de zoom? Donc là, je l'ai mis sur le badge et sur la photo. Et en fait, effectivement, donc si jamais je débug mon CSS, hop, et que je le joue, vous avez effectivement c'est pas le bon je joue, vous avez ce petit effet de zoom de l'image et du badge, et puis après, vous avez la nouvelle page qui arrive. Et en fait, voilà, il a capturé la première page, la deuxième page, il a fait le lien entre les deux composants que vous avez donné le même nom, et il fait la transition de ça. J'aurais très bien pu le mettre sur le nom aussi pour que le nom, il bouge directement vers le haut et qu'il y aille, mais vous pouvez faire ce genre de choses. Et vous avez vu que c'est plutôt assez simple à faire. Je vais vous montrer une démo, parce que ça, c'est moi qui l'ai faite, c'est pas ouf, mais il y a une démo qui est plutôt cool, qui ressemble à une application type Spotify. Et pareil, quand vous cliquez, vous arrivez sur la page avec la playlist, et du coup, vous avez ce petit effet, pareil, de transition, et ça marche même si vous avez une vidéo dedans. Ce genre d'effet-là, donc là, c'est du pur CSS. C'est plutôt cool, c'est avec les développeurs mobiles qui pouvaient le faire, et maintenant, on peut le faire aussi. Donc voilà, ce genre de choses, vous pouvez le faire maintenant en CSS, mais pas partout. Encore une fois, ça ne marche pas sur tous les navigateurs, malheureusement. Voilà, ça, c'est le genre de choses qui est en spécification. Vous allez voir sur GitHub, il y a plein de discussions, notamment pour enlever la partie JavaScript, tout ce genre de choses. Donc voilà, vous pouvez aller voir où ça en est et comment ça évolue. Et dernière chose, pour parler un peu plus d'accessibilité, on a déjà parlé de différentes choses. Color contrast. Vous avez vu quand j'ai créé la palette au début, tiens, j'ai pas les... Ah, si. La palette au début, on avait des fois du coup du texte foncé sur du background foncé, c'est pas super ouf. Alors Color Contrast, c'est supporté par rien. À part Safari derrière un flag. Et quand je l'ai testé il y a 2 semaines, si on n'écrit pas exactement ce qu'ils veulent, ça fait complètement cracher Safari et mon ordinateur. Donc voilà. Mais c'est plutôt cool. Du coup, j'ai quand même une démo, mais qui marche avec un polyfill, parce que dans Safari, j'avais trop peur que ça casse tout. Il y a un polyfill, je vous mettrai le polyfill dans les slides après. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, j'ai ma palette de couleurs comme tout à l'heure. Et en fait, je vais avoir la couleur du texte, finalement. Vous voyez là. C'est une variable dans laquelle je vais avoir un color contrast. Et color contrast, comment ça marche? C'est de se dire, je mets la couleur du background. Et après, j'ai un petit versus, un petit VS. Et après, je vais mettre une liste de couleurs. Vous pouvez en mettre, alors je vais vous dire autant que vous voulez, mais je ne sais pas s'il y a une limite, mais vous pouvez mettre 3, 4, 5. Vous allez mettre différentes couleurs et il va choisir finalement la couleur qui est la mieux pour le contraste. Donc là, par exemple, vous avez vu, bon, si jamais je change ma couleur et que je mette un truc bien foncé comme ça, alors là, c'est là où j'ai mon petit polyfill, et bien vous avez vu, donc j'ai la couleur du texte finalement qui va se mettre à jour en fonction du background. Et en fait, c'est super cool parce qu'aujourd'hui, en général, moi, quand je voulais savoir un peu les contrastes, j'utilise ce site-là, je ne sais pas si vous connaissez, webim.org, dans lequel vous pouvez dire, bah là, j'ai un background qui est foncé, et après, vous donnez une couleur en disant, bah là, vous voyez que sur les recommandations, on ne passe pas, on est en fail sur les recommandations. Par contre, on peut dire, bah, si j'ai une couleur un peu bleue plus claire, hop, là, vous voyez que ça passe un petit peu. Et en fait, vous pouvez jouer comme ça avec les couleurs. Et donc, il y a deux recommandations. Il y a le double A et le triple A. Double A, il faut avoir 4,5 en termes de contraste ratio. Le triple A, c'est 7,5. Et voilà, c'est les recommandations pour aujourd'hui, en attendant que le contraste marche. Il y a un truc sympa dans Chrome, j'ai découvert, donc je vous le montre. Quand vous avez du texte comme ça, vous avez un peu la même chose.
si jamais je mets dessus, vous avez vu là, vous avez le petit, dans la petite pop-up, vous avez le contrast ratio aussi qui s'est mis là, 5.51, avec un petit truc à côté qui dit que c'est bon. Vous l'avez aussi dans les DevTools. Vous l'avez aussi dans les DevTools là, donc pareil, il vous dit que contrast ratio il est à 5.51, donc il passe. Et si vous étendez, vous voyez qu'en fait, là, il vous met les deux, pareil, le AA, AAA, et vous dit AA il passe, AAA il passe pas. Et ce qui est super cool dans Chrome, c'est par contre, il va vous proposer des couleurs. Donc là, si vous cliquez là-dessus, en fait, il va vous proposer une couleur qui va passer directement le AAA. Vous pouvez jouer directement là, sinon, entre les deux bandes, ça passe. Au-dessus, vous avez le AAA, en dessous, vous n'êtes pas bon. Mais voilà, ce qui est plutôt cool, là, il va dire, bah, voilà, ça passe pas, vous êtes 3,8. Vous cliquez là, ça passe. Vous cliquez là, ça passe tout. Top. Pour le contraste, c'est pour accessibilité. Alors, encore une fois, c'est super expérimental, ça marche nulle part. Il y a un autre truc qui arrive, donc ça, c'était si la démo ne marchait pas. Il y a le petit polyfill, si vous avez les slides. Qui fait la même chose en tant que ça marche. Et tout dernier truc avant de vous quitter, parce que je vois qu'il y a le prochain speaker qui est là. Le Prefers Contrast. Donc là, qui est supporté par les navigateurs par contre. Là, c'est de se dire, quand je fais du contraste, donc là avec un color mix par exemple, vous avez souvent, quand vous bossez avec des UX designers, vous avez souvent effectivement ce débat sur à quoi ça leur semblait le contraste, etc. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'accessibilité, mais des fois vous ne voulez pas que prendre en charge des super hauts contrastes, etc. Et ben, l'idée, c'est de se dire, on va juste prendre les préférences de la personne. Et il y a des personnes qui ont dans leur... la démo est... Qui ont dans leur navigateur ok, je trouve plus la démo dessus là, elle n'est pas ouverte. Qui ont directement dans leur, non, c'est là, directement dans leur OS qui ont seté une préférence. Et donc là, vous avez une media query, vous voyez, préfère contraste mort. Si jamais ils avaient mis qu'ils voulaient un haut contraste, finalement, vous allez appliquer directement un contraste que pour ces personnes-là. Donc les personnes qui ont des problèmes d'accessibilité, qui l'ont activé, ils ont ce contraste qui est fort. Et pour le reste des utilisateurs, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Voilà. Pour conclure, des ressources, parce qu'il y a plein d'autres choses, le site developer.mozilla.org, le site web.dev, sur lequel vous avez plein de démos sur les view transitions sur web.dev, plutôt sympa, plein d'articles de blog, plein de trucs cool. Et la chaîne qui m'a fait découvrir le CSS de Kevin Powell, je vous recommande. Il fait des petites vidéos super intéressantes sur des nouvelles choses qui arrivent. Il fait des vidéos super longues où il fait des espèces de dessins animés en CSS, enfin des trucs complètement dingues, pas forcément utiles. Mais c'est assez hypnotique à regarder. On peut passer rapidement 1 heure devant une vidéo. Et donc, il y a plein de types super sympas. Et puis, en plus, il a l'air cool. Donc, voilà. Merci beaucoup. L'idée, c'était de vous montrer quelques trucs CSS que moi, j'ai sélectionnés. Mais il y en a plein, encore une fois, qui arrivent. Donc, commencez à vous intéresser à CSS. Parce que ça devient cool en ce moment. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne fin de conférence et une bonne fin de journée.